qu'au total, cette chaîne, elle a fait plus de 300 000 €. Donc heureusement que j'ai pas laissé tomber quand elle a été démonétisée durant ces 3 mois. Parce qu'il y a plein de gens, je pense que maintenant, ils se disent « Ah bah l'IA c'est trop facile en fait, donc vas-y je vais lancer ma chaîne ». Mais ils tombent un peu trop vite dans le piège de la facilité, puis les faux prophètes qui leur disent qu'ils vont devenir millionnaires en postant des vidéos, quoi. C'est-à-dire que la barrière maintenant n'est plus comment je crée le contenu, la barrière elle est sur comment il marche cet écosystème. Jusqu'à la prochaine mise à jour de Claude. Ouais, mais là on parle avec quelqu'un qui croit à l'IA vraiment à fond. Mais... Allez, on lui donne un transcript, on lui dit vas-y refais-le en changeant quelques mots et tout, là ça va plus marcher. Je pense qu'il y a aussi une autre barrière qu'on parle moins, c'est savoir créer une bonne vidéo. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Anecdote. Punaise, mais je voulais me montrer, je crois que je vous avais envoyé une capture. Je sais plus ce que je racontais à l'IA. Alors j'avoue, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, un podcast sur le thème de l'intelligence artificielle et aussi, vous vous en doutez, de YouTube. Je suis accompagné de 2 personnes et je dirais même plus de 2 Alex. Donc comment ça va, Alex? Moi, vous me connaissez peut-être et peut-être si vous avez vu celui que tu as tourné. Voilà. Ouais, bah normalement, au niveau de la trame temporelle, vous devriez m'avoir déjà vu au moins une fois, donc bonjour. C'est ça, voilà, on avait fait normalement un épisode quelques temps avant avec du coup Alex qui est maintenant dans l'équipe YouTube Business. Bref, tout ça pour vous dire que l'IA, ça bouge très vite, vous le savez. Et donc, la première question que je vais te poser, c'est aujourd'hui, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce qu'au contraire, c'est que du positif? C'est une bonne question pour débuter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à éviter. En fait, je pense que là, on arrive dans un momentum où il y a plus d'offres que de demandes. Okay. Et que, du coup, c'est pour ça qu'il y a des petites restrictions qui commencent à arriver à droite à gauche. Et ouais, parce que on peut en parler vite fait, mais c'est vrai que vis-à-vis de YouTube, YouTube a commencé il y a déjà quelques mois à durcir un peu les règles sur les personnes qui utilisent GAM. Il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi, pour être clair. Hein. Comme à chaque fois. Ils l'ont dit clairement, les trucs de contenu répétitif en spam, donc ça fait du n'importe quoi, il n'y a aucune valeur, ou c'est un peu le côté brain rot, on appelle ça aux États-Unis, c'est-à-dire c'est un lavage de cerveau tellement on est comme ça abruti un peu par le contenu, et du coup ils étaient obligés de mettre des règles parce que les gens s'en vont de la plateforme et il n'y a plus de watch time, enfin bref, c'est... Et oui, clairement. Faut réglementer ça, quoi. C'est ça, en fait, c'est-à-dire YouTube, ils ont cette position de on est une plateforme de qualité avec du contenu de qualité, et aujourd'hui ils sont presque un petit peu dépassés par les outils qu'ils ont eux-mêmes créés en vrai, parce que si on y réfléchit, Google c'est YouTube, et Google c'est aussi VO3, Gemini, Nano Banana, donc des modèles d'IA qu'ils ont rendus disponibles, que les gens utilisent majoritairement pour créer du contenu, mais aussi du contenu parfois de basse qualité. Ouais, on appelle ça du high slope, je crois. Ouais, malheureusement, c'est devenu tellement facile et accessible de créer du contenu avec de l'IA que maintenant, tout le monde peut se dire, allez, je vais lancer 1, 2, 3, 4, 5 chaînes YouTube, et puis je vais poster parce que je peux le faire. Mais est-ce que derrière, il y a de la qualité? Est-ce que derrière, il y a vraiment de la valeur? C'est ça la question, quoi. Et c'est compliqué parce que, en fait, d'un certain côté, YouTube et Google sont obligés de créer ces outils parce qu'ils sont dans la course à l'IA. Donc, ils peuvent pas dire, tu sais quoi, on va arrêter de faire ce genre d'outils parce qu'au final, les gens nous pourrissent la plateforme à cause de ça. Donc, ils sont obligés de faire des outils toujours plus puissants, toujours mieux, parce qu'à côté, il y a d'autres modèles qui ne sont pas à eux. Donc, il faut que le leur, ils sortent du lot. Mais d'un autre côté, ces outils sont utilisés pour vraiment pourrir leur plateforme, quoi. Donc, au final... ils sont dans un truc où ils dépensent des milliards. C'est vraiment, ça parle en milliards. Hein. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos qui le disent, dans l'IA générale, d'ailleurs, c'est en train de grossir. Il y en a qui disent, qui sonnent la sonnette d'alarme. Une bulle ou quelque chose. Ouais, voilà. Non, ou ça peut devenir dangereux en fait l'IA. Mais en fait, ils peuvent plus s'arrêter parce que c'est celui qui gagnera le plus d'argent avec, du coup. C'est ça. Ouais. En tout cas, YouTube, eux, ils ont décidé de mettre le haut là. Et tout simplement, là, il y a eu quand même beaucoup de chaînes démonétisées. Toi, tu le vois beaucoup. Ouais, clairement. Même sur les réseaux, les gens en parlent. Et parfois, c'est un peu le problème. YouTube, il faut comprendre que c'est des vagues en fait. C'est-à-dire, dès qu'ils doivent faire un changement sur leur plateforme, ils vont pas le faire petit à petit. Non, il y a un changement. Hop, on a configuré les bots pour aller supprimer, démonétiser, etc. On enclenche le truc et après ça tourne. Et du coup, ça démonétise beaucoup de chaînes, ça supprime, ça fait le ménage, mais parfois ça peut aussi faire des faux positifs. Et du coup, tu as des gens qui respectaient parfaitement les règles, qui se retrouvent pris là-dedans. Et oui, toi, réutilisation de contenu d'un tiers. Je comprends pas, j'ai tout fait moi-même, regardez, j'ai tous mes visuels. Et donc parfois, c'est vrai que le support YouTube, il est pas top, parce que c'est tellement une grosse machine, vous vous rendez compte? Tu peux faire appel quand même. Mais... Alors, honnêtement, des fois, ton appel, je l'ai vu avec des élèves, ils font l'appel, il est parfait, il est envoyé, appel refusé, je leur dis, par curiosité, va voir le watch time, combien de temps ton appel il a été visionné? Ils me disent aucune vue, 0 secondes. YouTube n'a pas regardé l'appel. En ce moment, ils sont méchants. Il arrive que ça se passe comme ça, et donc c'est un peu dommage.
dommage. Après, qui dit démonétisation, c'est pas la fin, hein, parce que moi, je vous mettrai un exemple, justement, j'en ai parlé aussi avec les élèves, une chaîne qui avait été démonétisée. Donc, il faut savoir que sur YouTube, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, quand vous êtes démonétisé, que votre appel a été refusé, même s'il n'a pas été regardé, la démonétisation va courir pendant à peu près 3 mois. D'accord ? Vous pourrez, suite à ces 3 mois, redemander à réintégrer le programme, et si c'est accepté, l'aventure continue. D'accord ? Donc n'abandonnez pas parce que vous êtes démonétisé. Et donc l'exemple qu'on vous mettra à l'écran là, c'est l'une de mes chaînes qui avait été démonétisée en effet pendant 3 mois, et puis ensuite c'est reparti, et si on dézoome, on voit que c'est très très bien reparti, parce qu'au total, cette chaîne, elle a fait plus de 300 000 €. Donc heureusement que j'ai pas laissé tomber quand elle a été démonétisée durant ces 3 mois. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je vous encourage à pas avoir qu'une seule chaîne, mais plusieurs chaînes. Mais attention, de qualité. Faites pas ça, et à vous former aussi, parce que si il y a des élèves, imaginons, ils sont démonétisés comme tu viens de dire, et ils se disent c'est mort, j'arrête, je refais un autre truc. Et toi, tu leur dis non, regarde cet exemple par exemple, où tu as fait 300 000 € juste après, quoi. Ça, c'est un bon exemple, et puis j'en aurais plein, mais je sais pas, c'est comme quelqu'un qui va monter sur un vélo la première fois, qui va dire non mais sérieux, c'est bien, ça marche bien. Il essaye, il tombe, allez c'est bon, ça sert à rien, c'est nul, je vais jamais y arriver, tu vois. Ou comme le skate, c'est hyper dur le skate. Donc non, oui, bien sûr, tu vas échouer, tu vas tomber, il y aura peut-être des chaînes démonétisées, il y aura peut-être des chaînes supprimées, enfin c'est normal, c'est un parcours d'apprentissage, donc tu es en train d'apprendre les choses, et donc oui, comme disait Alex, soyez entouré de personnes qui ont les solutions aux problèmes que vous allez rencontrer. Donc soit sur YouTube, vous cherchez, toi par exemple, tu es à fond dans l'IA, tu t'es formé beaucoup sur YouTube, mais à un moment donné, tu m'avais dit que tu avais rejoint une espèce de formation, de communauté, où les gens vraiment s'échangeaient de la valeur fort, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai commencé à me former sur YouTube. Au début, on trouve beaucoup d'infos, et puis après, faut regarder plein de choses pour trouver la petite info. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quand même des communautés, il y a des leviers à activer pour apprendre plus et apprendre plus vite aussi. Et puis j'ai commencé à rejoindre des groupes school, parce qu'aux États-Unis et tout, ils sont quand même en avance sur tout ce qui est automatisation, IA et tout. Aussi, il y a moins de réglementation, hein. C'est-à-dire, eux, ils vont avoir des choses, chez nous, c'est bloqué parfois. Tu vois. Il faut le temps que l'Europe décide. Il faut qu'on se positionne. Du coup, je me suis formé comme ça, et puis c'est vrai que c'est quand même un accélérateur de se former quand on est entouré de personnes qui sont forts dans leur domaine et qui partagent, c'est quand même un sacré accélérateur. C'est ça en fait que je trouve, tu payes dans un accompagnement, dans une formation qui est de qualité, prenez le temps de vous renseigner et tout ça. Mais moi, j'avais acheté des formations dans l'immobilier par exemple, parce que j'y connaissais rien, ça me passionnait pas plus que ça, mais j'avais regardé, un peu comme toi, plein de vidéos sur l'immobilier. Mais du coup, tu acquiers des connaissances, ça c'est sûr, mais au bout d'un moment, tu es plafonné. Et du coup, tu vas regarder une énième vidéo, donc soit déjà, faut pas que ça dise le contraire de ce que tu as vu dans l'autre vidéo, ou alors, non mais ça arrive, ça sur YouTube, tout le monde dit un peu son truc à sa sauce, donc renseignez-vous sur la personne, les résultats qu'il a, tout ça, ce qu'il fait vraiment, et puis voyez si les conseils sont de qualité. Mais du coup, au bout d'un moment, il y a un plafond, et vous allez regarder une énième vidéo, une autre, et en fait, vous allez apprendre un tout petit truc, voire parfois rien du tout. Alors que le but d'une formation, et moi c'est comme ça que j'avais du coup intégré des formations sur l'immobilier, c'est qu'en fait, tout est organisé. C'est-à-dire, le début, hop, méthode avancée, méthode plus, etc. Et en fait, c'est là où c'est beaucoup plus simple. Tu te poses, c'est la même personne, donc normalement les propos restent cohérents, et tu vas apprendre toujours de plus en plus. Ce que j'allais dire, encore faut-il tomber sur la bonne formation. Encore faut-il que la personne soit... Des fois c'est full marketing, et derrière tu arrives et tu te dis waouh, c'est... Donc franchement, il n'y a pas d'urgence. Je veux dire, YouTube, moi j'ai commencé en 2012. Toi, tu as commencé sérieusement en quelle année? Fin 2023. Fin 2023, avant tu avais essayé des petites choses, et il y a des gens qui rejoignent l'accompagnement, parce que j'en propose un du coup régulièrement. On mettra à l'écran quelques extraits, que ce soit quelqu'un qui soit père de famille, un étudiant, quelqu'un qui a jamais rien fait sur YouTube, sur le monde de la vidéo. Les profils sont divers et variés, mais encore une fois, prenez le temps de vous renseigner, et ne foncez pas sur la première personne qui va apparaître et vous faire des promesses. Même sur moi, renseignez-vous. Dans la description, il y a une chaîne de tutoriels, donc ça c'est parfait, ce que je disais, pour apprendre en gratuit. Top. Puis ensuite, j'ai une chaîne de vlog où du coup, là, je partage un peu plus mon quotidien. C'est très important de regarder la personne qui forme, qu'est-ce qu'elle fait à côté. Est-ce qu'elle fait que de la vente de formation, ou est-ce qu'elle fait aussi ce business? Est-ce qu'elle a d'autres business à côté? Enfin, voilà, prenez le temps. Et puis enfin, cette chaîne de podcast où c'est que vous trouverez, encore une fois, beaucoup de profils divers et variés. Donc par exemple, Alex, comme tu le disais, qui fait aussi cette activité du YouTube sans visage. Toi, ça t'a amené à une expatriation, carrément. Tu as quitté la France grâce à ça. Ici, et puis, en Andorre. Tu t'es installé en Andorre. Et puis là aussi, un projet. Alors toi, c'est un petit peu différent parce que maintenant, c'est plus tes connaissances autour de l'IA qui font que tu peux créer des outils. Et c'est ça, du coup, qui t'amène à t'expatrier puisque tu développes des outils, notamment pour nous, dans l'écosystème qu'on a pour la formation. Donc, si vous avez la formation, vous pouvez profiter des outils qui sont développés par cette personne. Ouais, c'est ça. Au début, je faisais quand même du sans visage. J'en fais toujours aujourd'hui, mais c'est pas le plus gros. Et puis,
les compétences que j'ai acquises au fil du temps m'ont ouvert d'autres portes et puis j'ai un peu rebondi comme ça. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus ma collaboration avec vous qui est mon activité principale, on va dire. Ouais, mais n'empêche que je suis quand même bien au courant de tout ce qui se passe. J'ai vu aussi les chaînes, malheureusement. On développe des outils qu'on utilise, donc je veux dire, j'ai été affecté par ces sortes de démonétisation. Et c'est vrai que le monde évolue, les algorithmes évoluent. Puis Google étant dans la course à l'IA, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont vachement intégré Gemini, même dans le dashboard bien sûr, on peut faire des recherches Studio sur nos maintenant et tout. Donc vraiment, Gemini est vraiment intégré dans l'algorithme. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'ils commencent à taper du poing sur la table et puis interdire un peu. Mais ils sont vraiment pris entre les deux, parce que du coup, voilà, tu le dis, YouTube, qui se fait un peu dévorer par le contenu de basse qualité fait avec de l'IA, intègre toujours plus d'IA aussi, en fait. Donc à un moment donné, c'est clair, ils démonétisent les chaînes qui n'apportent pas de valeur, où il y a du contenu répétitif, où c'est vraiment produit à la chaîne, mais on n'apprend rien. En fait, les gens qui sont venus un peu pour spammer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur YouTube, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont présents et actifs depuis plus de 14 ans comme moi. Je me suis lancé en 2012. Et en fait, ce qui se passe là, ça me surprend à moitié parce que je l'ai vu et revu. C'est-à-dire, YouTube a régulièrement fait le ménage. Et comme je le dis, quand ils enclenchent, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le giga... rouleau compresseur. Voilà, le rouleau compresseur, j'allais dire l'aspirateur. Ils vont vraiment nettoyer, c'est une purge. Et en fait, quand ils le font, oui, ça fait un gros ménage, quoi. Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc, il faut attendre que ça se passe un peu. S'il y a un faux positif, si on est impacté par ça, alors que nous, on n'avait rien à voir avec leurs histoires, notre contenu est de qualité. Là, j'ai vu des grosses chaînes qui, du coup, avaient des studios de production, avec des animateurs. Ils étaient plus de 14 gars qui bossent dans des bureaux, qui créaient des vidéos, mais vraiment top, qui se retrouvent démonétisés pour contenu basse qualité, inauthentique, etc. Donc les gars, ils ont fait appel, c'est refusé, mais je pense qu'à terme, ça va revenir. Et c'est pour ça aussi un point dont on entend très peu parler, c'est tout ce qui est autour des networks, en fait. Sur YouTube, il existe des agences qui sont un peu comme une agence, si vous voulez, une maison de disques pour un artiste, comment dire aussi, un agent pour un footballeur, et ce genre de choses. Sur YouTube, ça existe. Et si vous avez des grosses chaînes, renseignez-vous vis-à-vis des networks quand même, parce que ça rajoute une couche, on va dire, de support. Sachez-le, mais que vous ayez 1000, 10 000, 1 million, 2 millions d'abonnés ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas de network, c'est vous et le support YouTube. Il y a un pépin sur votre chaîne, vous allez échanger avec le support YouTube. Et honnêtement, ils sont un peu submergés et ils n'ont pas beaucoup de temps à vous accorder. Maintenant, si vous avez un agent, donc un network... C'est la passerelle, ouais. Voilà, c'est la passerelle. Ils sont entre YouTube et vous. Et eux, leur rôle, c'est justement de vous amener du support. Donc renseignez-vous, c'est vraiment très intéressant. Et moi, c'est aussi quelque chose que je propose pour les personnes qui sont dans l'accompagnement et qui ont ce besoin. Quand vous aurez votre première chaîne qui aura 1000 abonnés, qui sera monétisée, ça ne sera pas un indispensable. Mais plus ça grossit, plus ça devient important, cet aspect network, parce que c'est juste, hop, un support en plus. Moi, j'aime bien dire que c'est comme une assurance. Ça, c'est même comme un avocat. Ils sont là pour défendre tes droits. Ils n'ont aucun intérêt à ce que tu te fasses démonétiser. Donc si tu as des problèmes, ils vont mouiller le maillot avec toi pour essayer de faire en sorte que... Exactement. Eux, ils prennent un pourcentage de vos revenus. C'est ce que j'allais dire. Ils prennent une contrepartie. Totalement intérêt à ce que ça se passe bien. En plus de ça, je vais plus loin. Là, ça devient très technique. Peu de gens le savent. Mais quand vous êtes chez un network, le network est responsable de ses chaînes. Donc, s'il y a un problème sur votre chaîne, il y a aussi un problème sur le network. Voilà. Donc, sur une chaîne YouTube, on a le droit à 3 strikes. Après, c'est fin de la chaîne. Les strikes expirent sous 90 jours, rassurez-vous. Sur un network, je ne vais pas le dire ici parce que c'est quand même assez privé, mais il y a aussi des limites en termes de strike. Ils ne peuvent pas en avoir en illimité. Donc, ils vont faire attention à ça et ils vont chercher à résoudre les problèmes parce qu'ils sont eux aussi impactés. Pour info, un strike, ça se retire. Et s'il est retiré de votre chaîne, il est aussi retiré du network. Bref. Donc tout ça, c'est assez technique. Et c'est là où, du coup, avoir un accompagnement, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui pensent que dans l'accompagnement, on explique juste comment se lancer sur YouTube. Se lancer et arriver jusqu'à la monétisation, ça, c'est l'étape numéro 1. C'est pas ça le plus dur. Non, après c'est de maintenir tout ça. C'est comme un peu si je disais, tiens, l'immobilier, le plus compliqué, c'est de trouver le bien et de le mettre en location. Voilà. Après, c'est tout. Après, il n'y a rien à faire. Rien du tout. Ah non. C'est comme un marathon. Se faire monétiser, c'est aller les 10 premiers kilomètres peut-être. Et puis après, c'est là que ça devient de plus en plus dur. Et puis en fait, plus tu avances, plus ça devient des problèmes au cas par cas. Tu vois, que certaines personnes n'auront peut-être jamais, que d'autres auront 2-3 fois, mais au bout de X mois. Donc en fait, c'est là où avoir un expert dans un domaine, c'est hyper important. Et moi, donc, je reviens à ce que tu disais, Alex, mais je m'étais entouré d'experts dans l'immobilier parce que tout simplement, c'était pas un sujet que je connaissais plus que ça. Et puis là, quand même, c'est différent parce qu'autant YouTube, on peut démarrer avec 0 € gratuitement. Là, l'immobilier, quand tu achètes un immeuble de rapport, voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que l'IA, ça bouge. Qui veut rebondir là-dessus ? Est-ce qu'il y a un petit truc du coup, moi, je me mets à la place d'un spectateur, en fait, et je me dis,
Parce qu'il y a plein de gens, je pense que maintenant, ils se disent « Ah bah l'IA, c'est trop facile en fait, donc vas-y, je vais lancer ma chaîne, je vais faire de la musique Lo-fi sur Suno, qui est un logiciel qui fait des musiques IA, je vais balancer ça sur YouTube et let's go, la liberté, je vais gagner de l'argent. » Donc, qu'est-ce que ce serait pour un total débutant en fait? Quel pourcentage d'IA il peut, entre valeur, IA, entre AI slop, comme tu disais, etc. Tu vois ouais, c'est clair. Bah, en fait, ce que tu dis, je le vois souvent chez les nouveaux membres. Ils rejoignent l'accompagnement, ils se renseignent un petit peu. Bien sûr, j'essaye de leur expliquer, il faut toujours qu'il y ait de la valeur, il faut que le spectateur essaye d'apprendre quelque chose quand même. Voilà, qu'ils ressortent d'ici avec des connaissances et pas juste je me suis abruti pendant 1h30. Et tu le disais aussi, YouTube, pourquoi est-ce qu'ils font ça à un moment donné? Les gens pensent que oui, mais on regarde une vidéo, qu'elle soit de qualité ou pas, ça change quoi? Mais en fait, si vraiment le watch time est très important. C'est un peu naze, le watch time, la durée de visionnage des spectateurs de manière générale sur YouTube, elle baisse et c'est ce qu'a vu YouTube. Ils ont vu que les spectateurs, bah là en ce moment, depuis qu'il y a de l'IA qui fait du contenu, on va dire de mauvaise qualité, bah, ils passent moins de temps sur la plateforme. Et ça fait peur à YouTube. YouTube ne veut pas que les gens aillent plus sur Insta, plus sur, je sais pas, TikTok ou autre. Donc, à un moment donné, hop, ils veulent remonter le niveau. Comment on remonte le niveau? Bah, on enlève un peu les mauvais élèves au final. Donc, c'est vrai que ce que tu dis... C'est la guerre de l'attention entre tous les réseaux, etc. Exactement. Ouais. Et ça attire, en fait, la facilité de, aujourd'hui, je vais pouvoir créer une musique en 2 minutes, faire une image statique, mettre ça ensemble, le mettre sur YouTube. Et puis, le pire, c'est qu'il y a des chaînes qui tapent des scores énormes avec ça. Donc, il y a vraiment tous les facteurs de l'objet brillant. Tu veux nous en parler un petit peu, toi? Non, mais il y a eu une période, je pense, où c'était un peu l'Eldorado et on pouvait poster à peu près n'importe quoi, puis pourvu que ça fasse les prérequis pour se faire monétiser, ça marchait. Le Yeti qui marchait là en selfie, en vlog. Là, ça c'était les débuts. Et là, maintenant, je pense qu'on entre dans une période où il va falloir peut-être réintroduire un peu d'esprit critique là-dedans, pas juste prendre le premier prompt que l'IA nous donne, ou allez, on lui donne un transcript, on lui dit vas-y, refais-le en changeant quelques mots et tout. Là, ça va plus marcher. Je pense qu'il va falloir réintroduire un peu d'artistique là-dedans, enfin de penser un peu à ce qu'on veut raconter, puis à la façon dont on l'oriente. Et puis faut que l'IA reste un outil, c'est ça, et non pas que l'IA fasse tout de A à Z en fait, même s'il y a des choses qu'on peut automatiser, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas lâcher les thématiques, mais il y a des élèves qui ont des très beaux résultats, et notamment sur des chaînes, pour en dire plus, mais autour des documentaires un petit peu. Et là, il y a de la valeur, c'est-à-dire que l'IA va vous amener les connaissances, vous allez remettre ça en forme, mais l'IA va surtout vous permettre de faire les visuels, parce que, allez, il y a des choses qu'on peut clairement pas montrer sans IA aujourd'hui, que ce soit les fonds marins, que ce soit les banques d'images avant c'était les banques d'images qu'on pouvait payer, d'ailleurs je l'ai fait, moi, bien sûr, c'était des 380 € à l'année, je me rappelle encore, je vais pas lâcher le nom, mais voilà, où on avait des millions de vidéos, etc. Mais en fait, tout le monde, c'est un peu insipide parce que tout le monde a les mêmes en fait. Tu les retrouves, tu mets, je sais pas, univers, tu parlais, univers, tu parlais des fonds marins, bah ça va, tout le monde va avoir la même. Alors que là, IA, tu peux aller tellement précisément dans le truc et que ça te rentre plus dans l'atmosphère. Tu peux faire les musiques, tu peux tout faire. Vraiment, elle est unique ta vidéo en fait. C'est que si c'est bien utilisé, tu peux vraiment faire des bonnes choses. Maintenant, faut savoir utiliser tous ces outils. Et faut pas croire un petit peu tout ce qu'on peut voir. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Vérifiez tout. Franchement, sur Internet, prenez le temps. En fait, il n'y a pas d'urgence. Les gens qui vous disent ouais, c'est l'urgence, c'est maintenant ou jamais, tu vas rater. En fait, c'est voilà. Pourquoi ils mettent de l'urgence? Voilà, c'est qu'il y a un truc bizarre, comme ils disent. Ça s'appelle du marketing. Voilà, c'est du marketing. Parce que concrètement, moi, je me suis lancé, je le redis, en 2012, il y a 14 ans. Alex, il a vraiment réussi en 2023, tu nous disais. Et il y a des élèves qui se sont lancés il y a 6 mois, etc. Donc l'opportunité, elle est là. Par contre, l'opportunité de faire n'importe quoi aussi. Donc faites bien les choses. Et c'est ça qui paye à la fin. C'est-à-dire, si vous voulez pas vous retrouver avec 10 chaînes, qu'il n'y en a aucune qui marche, que ça vous a dégoûté, parce que mine de rien, faire mal les choses, ça demande aussi du temps. Non, mais c'est vrai. Des fois, je me dis, entre faire mal, moyen ou bien, la limite n'est pas si énorme en fait. C'est juste activer les bons leviers au bon moment. Vous voyez, encore une fois, je vais prendre l'exemple de ça, mais c'est intéressant. Faire une formation, il y a des gens qui vont passer 15 jours à faire une formation, et c'est fini, elle est faite, on la vend. Ouais. Et puis du coup, nous, la formation qu'on propose, elle est lancée depuis 2 ans et demi. Là, on vient de faire un séminaire. Le séminaire, on n'a pas gagné d'argent. La vente des places finance l'événement en soi. Pourquoi on le fait ? Parce qu'on a envie de faire les choses bien. Ce séminaire, en plus de ça, quelqu'un me disait, je t'en avais parlé dans l'épisode avec toi, mais oui, mais à séminaire, tu vas faire des ventes, ça va être cool. Non, parce qu'en fait, c'est réservé aux membres. Donc, il n'y a personne qui va acheter la formation, ils sont déjà dedans. Donc, en soi, pourquoi on le fait ? Toujours pour mettre la barre un peu plus haut. Et même cette chaîne de podcast, la chaîne de vlog où je partage mon quotidien, en soi, c'est pas un indispensable.
Mais je le fais parce que d'une, j'ai envie de le faire. Et puis de deux, je me dis, quitte à faire, autant faire le truc au maximum bien. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette vision. Je me lance sur YouTube, super, ça peut faire de l'argent. Oui, ça peut amener une source complémentaire de revenus, voire même changer des vies aussi. Mais faites-le bien et tombez pas dans long terme. le facile. Visez le long terme. Ouais, viser le long terme aussi, c'est vrai. Tout ce qu'on met en place, c'est parce qu'on vise le long terme. C'est-à-dire, c'est pas dans le but que tout ça disparaisse dans 6 mois, quoi. On essaye vraiment de poser une bonne fondation pour que ça tienne vraiment très très bien, quoi. Donc, Comme tu disais, l'IA, ça doit rester un outil, justement. Ça doit ça peut être un copilote, ça peut être beaucoup de choses, une IA, mais je dis souvent, c'est comme si tu avais un stagiaire très très intelligent et tout, mais il est un peu dispersé, il va n'importe où, il fait n'importe quoi. Il faut un peu lui serrer la bride et puis lui donner un espace où évoluer. Donc, et puis si tu le laisses faire n'importe quoi, il fera n'importe quoi. Donc il faut vraiment garder un peu de contrôle et puis surveiller ce qu'il fait. Parce que si tu fais une confiance aveugle à l'IA, les IA savent pas dire non, les IA savent pas aller contre ta volonté. Donc, et elles essaieront toujours de faire plus que ce que tu leur as demandé. Donc si tu mets pas les règles et si tu mets pas un cadre, c'est sûr qu'elle fera n'importe quoi. Et du coup, toi, tu vois comment un petit peu la suite de l'IA? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'y répondre. En un an, là, c'est juste dingue. Il y a des nouveaux modèles qui sortent régulièrement. Mais est-ce que ça va continuer à nous faire à chaque fois cet effet waouh? Parce que je me dis, quand même, à un moment donné, on va arriver sur un espèce de plafond là aussi. C'est-à-dire, quand je vois aujourd'hui que c'est capable de nous faire des vidéos avec des effets spéciaux, ça aurait coûté mais vraiment des millions de dollars à faire des films un peu comme ça. Il y a encore... 5 ans, et aujourd'hui on a un contenu waouh pour quelques dizaines, centaines de dollars. Qu'est-ce qui va se passer quand tout sera arrivé au niveau max? Ça va être sur quoi? Est-ce qu'il y a une limite? On ne sait pas, ça bouge tellement vite. Ouais, mais verra. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, une image belle, une image très belle, une image très 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 belle, mais à un moment donné, elle peut pas être plus belle que la réalité, tu vois. Oui, non, mais tu pourras peut-être faire en imprompte un film, en fait, hollywoodien, avec zéro erreur, avec zéro truc, et après, ça sera peut-être la limite, parce que c'est ce que fait le mieux l'homme, tu vois. Par exemple, tu ferais le film Dune, je sais pas si tu vois, avec beaucoup d'effets spéciaux, etc. Tu fais, fais-moi le film Dune, mais sur la thématique de l'océan. Et il te le fait, et ça serait peut-être ça, je sais pas. Ouais, je pense que les images, on va être plafonnées au bout d'un moment. D'ailleurs, il y a ChatGPT Image 2 qui est sorti récemment, et ils ont un peu comblé une lacune qu'il y avait sur les modèles d'images, c'était le texte. Maintenant, ça commence à devenir vraiment. Il réfléchit avant de mettre le texte, c'est ça. C'est très très fort sur le texte. Les vidéos, je pense qu'il y a encore des choses à faire, parce que même sur les nouveaux outils, c'est pas toujours parfait. La durée aussi, c'est pas encore des vidéos. Ça sort pas en imprompte une vidéo de 10 minutes, je pense pas aujourd'hui. La musique, je pense qu'on a atteint un plafond depuis un petit moment. Suno, ils ont tout niqué, puis ils sont toujours là, quoi. C'est vrai que t'en as qui tiennent, parce que mine de rien, t'as beaucoup de SaaS qui se lancent, de nouveaux outils, et puis à la prochaine mise à jour, hop, t'as un gros qui le prend ça et qui l'intègre, et du coup, eux, fini, quoi. Mais t'en as qui tiennent. Eleven Labs pour les voix off. Ce que j'allais dire. Il y a des gros acteurs qui ont été là dès le début et qui sont toujours là aujourd'hui, qui ont les reins solides. Et... C'est vrai. C'est les vidéos là que ça se bat. Ouais, c'est surtout sur le marché vidéo que ça se bastonne. Et puis les LLM aussi. Et celui qui va l'avoir, en fait, c'est là, il y avait Seedance 2 qui était au-dessus des autres, mais je sais pas, il y a peut-être Sora qui va revenir ou un truc comme ça. Et celui qui aura la perfection, il va tout raser peut-être, je sais pas. Oui, je pense comme ça. À la fin, ça fera comme les moteurs de recherche. À l'époque, c'était un peu de Lycos, un peu de Yahoo, un peu de Google. Bon, ça a fini, boum, Google, point final, quoi. Et là, je pense qu'on n'aura peut-être pas un modèle qui intégrera tout, mais comme on dit, on aura le leader de la voix off, le leader de la musique, et aussi il y a les métiers un peu plus classiques, médecins. On avait vu ensemble le reportage. Ça, par exemple, aux États-Unis, ça y est, il y a une IA qui est capable de te prescrire, je sais pas, 150 médicaments, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, là, c'est pas un truc auquel on aurait pensé que l'IA allait arriver dans ce truc-là, parce que c'est haut de gamme, c'est comme si tu parlais des chirurgiens. Ouais, voilà, les années d'études pour arriver à ça. Tu te lances dans cette filiale, il n'y a pas du tout d'IA, tu arrives à la fin, tu es diplômé, youhou, lui il fait pareil. Et ton Doliprane, tu le prends par ChatGPT. Non mais c'est ça. Ils avaient instauré des barrières, pourtant je crois que c'était surtout pour la psychologie. Il y a beaucoup de gens qui racontaient leur vie aux IA et puis qui les prenaient un peu pour des thérapeutes. Ils avaient mis des barrières là-dessus. D'accord. Je crois que maintenant, dès que tu commences à parler de tes problèmes aux IA, anecdote, punaise, mais je voulais me montrer, je crois que je vous avais envoyé une capture. Je sais plus ce que je racontais à l'IA, alors j'avoue, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais je sais plus ce que je lui demandais. Et il t'a dit ça va? Et ouais, il m'a dit mais ça va, et sinon tu peux appeler ce numéro si tu as besoin de parler. Et c'était pour le boulot en plus. Je sais plus, je lui avais demandé un truc, sûrement pour une vidéo qu'on crée, un truc, et il a pris ça premier degré, et en effet, il m'a mis un disclaimer, si ça va pas, que tu as des idées bizarres, appelle ce numéro. Peut-être une vidéo sur la psychologie qu'on a fait sur la chaîne principale. Je sais plus, le jour où tu auras un psychologue IA, psychiatre à qui tu peux parler. Qui bug et qui te donne un cachet. Et il te donne des antidépresseurs comme ça. Mais ça va être la première chose que les gens
gens vont dire c'est les débordements de ceci, de cela, mais quand même, force est de constater que c'est juste dingue ce qui se passe. Et je suis quand même un peu hypé par tout ça, parce qu'on a quand même connu, je trouve, moi, une vingtaine d'années où il se passait plus grand-chose, où on avait toujours tous les mêmes téléphones, là, tu vois, qui juste prenaient des photos un peu mieux, machin, truc. Les réseaux sociaux, pareil, hein, moi je trouve que c'est un peu la boucle, hein, mine de rien, depuis Facebook, Insta, quoi. C'est un peu toujours la même chose, tu vois, TikTok, waouh, c'est arrivé, mais au final, YouTube installe les shorts. Donc on est sur un peu du kiff-kiff, tout le monde copie tout le monde. Ouais, c'est un peu plat. Et puis là, tu as eu l'IA, quoi. Quand même, là, ça bouleverse pas mal de choses. Et même, on va le voir sur les voitures, la conduite autonome, sur les téléphones aussi, parce que, tu sais, j'ai le dernier iPhone, là, il y a de l'IA dedans, je peux faire des emojis, quoi. Enfin, c'est hyper bof, quoi, tu vois. Mais je pense qu'en effet, là, le prochain niveau que j'avais entendu, alors peut-être pas le nom, c'est tu dis à ton téléphone de faire quelque chose. Par exemple, tu lui dis, tiens, réserve-moi un Uber, telle rue dans un quart d'heure. Et en fait, tout seul, il démarre Uber, il fait son truc et voilà. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Parce que c'est de la gentille. Je crois que c'est intégré à ChatGPT depuis un moment maintenant. Sur ChatGPT, tu peux relier plein d'applis. Tu peux relier Booking, Uber et trucs comme ça. Enfin, et puis il peut aller le faire lui-même. Parce que là, réserver des billets d'avion. Téléphone qui le fait carrément. Ah oui, sur tout ça. Oui, j'avais vu un mec qui dit fais-moi un séjour, je veux faire ça dans telle ville. Et puis tu me le fais et tu réserves toutes les chambres d'hôtel. Et du coup, c'est comment c'est en fonctionnant avec ton navigateur, non? Il utilise ton navigateur. En fait, sur l'interface de ChatGPT, tu peux relier des apps en fait, et tu connectes tout simplement ton compte d'un site tiers en fait, et puis il peut le faire pour toi. Ouais. Ok, c'est vrai que c'est un usage que j'ai pas tant que ça. Ouais, moi non plus. Mais bon, ça fait un peu bizarre encore aujourd'hui. Ça fait assistant. En fait, ça fait un peu peur aussi parce que tu te dis là, on commence à parler de trucs, il va utiliser la CB, il va déposer des trucs, puis tu te dis s'il fait n'importe quoi, le machin, il m'a cramé 2000 balles. Il va réserver un voyage en Grèce. Il m'a commandé 10 taxis. J'ai 10 taxis en bas de chez moi. Mais à un moment donné, ça va passer c'est des paliers en fait, boum, boum, boum. Non, mais ça va être super intéressant. Et puis, c'est vrai que toi, tu dois adorer tout ça. Ça va te permettre de développer plein de choses au sein de la formation. Ouais, c'est une expérience passionnante. Et puis, moi, si j'en suis là, c'est grâce à l'IA. Donc, moi, je suis un peu un gagnant de l'IA toi, tu vas dire merci l'IA. Il va y avoir des gens qui vont en pâtir, mais le monde bouge et puis on peut pas aller contre ça. C'est ça. Tout comme ça détruit des métiers, ça en crée. D'ailleurs, on a une bonne anecdote là-dessus. Vous savez, on peut créer maintenant des sites. Et bien justement, ces sites, parfois, ils ont besoin d'être bien sécurisés. Et donc, avec le vibe coding, c'est pas toujours le cas. Non, vibe coding, peut-être expliquer pour les gens. Alors, le vibe coding, qu'est-ce que c'est, Alex? Dis-nous. Le vibe coding, c'est le fait de coder comme ça avec la vibe. Voilà, on parle et puis ça code, quoi. En vibe. Voilà, je vibe et ça code. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas sans avoir de compétences. En fait, tu dis ce que tu veux, puis tu le délègues, quoi. Puis ça le fait. Je veux une page avec des boutons cliquables, avec une vidéo, etc. Donc là, pareil, bac plus 8 codage. Hop, sur le côté. Mais même les graphistes, etc. Mais du coup, quand même, tu te retrouves avec un site, mais qui parfois n'est pas forcément bien sécurisé. Donc, ça crée des métiers, en effet, des personnes qui avant n'allaient pas forcément auditer des sites un petit peu à l'appel comme ça, parce que c'était fait par, comme tu le disais, des développeurs diplômés, ceci, cela. Là, c'est fait par l'IA, et l'IA, parfois, il faut un cadre. Ça reste un outil, n'oubliez pas. Donc, si c'est un outil qui fait des choses, mais vous ne donnez pas les bonnes indications, vous pouvez vous retrouver avec un site qui n'est pas sécurisé, ce genre de choses. Et donc, je pense qu'en effet, les personnes qui sont douées en sécurité informatique, tout ça, et qui vont commencer à auditer des sites par-ci par-là, créés avec l'IA, eux, ils ont quand même de l'avenir. Mine d'or pour certains pour sites. Le coup. Jusqu'à la prochaine mise à jour de Claude. Ouais, mais là, on parle avec quelqu'un qui croit à l'IA vraiment à fond. Mais c'est ça, et là, normal. toutes les failles. Il n'a pas tort. Non, mais c'est ça. Enfin, au début, quand tu es inexpérimenté, c'est sûr que le premier truc que tu vas créer, si tu as un usage personnel, c'est pas grave, mais si c'est un usage commercial, communautaire, où tu récoltes des datas et tout, ça peut être un gruyère si tu fais n'importe quoi. Ouais. Mais quand tu sais plus ou moins ce que tu fais, puis tu avances comme ça petit à petit, tu arrives quand même à boucher un maximum de trous. C'est pas encore parfait en l'état aujourd'hui, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer de plus en plus. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi je le vois dans les études que j'ai fait, BTS Design Graphique, c'était quand même 3 années. Alors, BTS c'est 2 ans, mais là c'est 3 ans, il y a une année en mise à niveau. Bref, et en gros, tout ce que j'ai appris, là on préparait des slides pour un projet. C'est vrai que je commençais, moi j'aime bien faire une version un peu bêta, et après je reviens dessus, etc. Et là je fais une capture d'écran en fait, de ma version bêta. Je donne ça au nouveau ChatGPT là, et je lui dis tiens, essaye de rendre ça plus cohérent, plus harmonieux, plus joli. Il m'a pondu un truc en 10 secondes, et j'étais là, waouh! Que tu aurais mis 1 heure à faire. Que j'aurais mis du temps à faire. Et comment ça, non? Donc j'aurais pas été capable. Qu'il n'aurait pas réussi à faire. Moi, personnellement, j'aurais pas été capable de le faire. Mais c'est ça. Et c'est surtout que je vois le temps qu'on passait, nous, à faire ce genre de choses. Pour un graphiste, c'est hyper puissant. Et le pire, c'est comme on dit, quelqu'un qui n'est pas graphiste peut faire ça, en fait. Donc, ça redistribue un peu toutes les cartes. C'est là que c'est fort, c'est que maintenant, en fait, il suffit juste d'avoir des bonnes idées, en fait. C'est ça. Puis, il y a une IA pour le faire.
Ouais, voilà, la bonne idée, savoir, du coup, prompter, c'est le fait d'expliquer ce qu'on veut, et puis aussi cadrer cet outil qui est l'IA. Mais pour en revenir un petit peu à YouTube, ouais, non, franchement, c'est juste dingue. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement des personnes pour qui YouTube a clairement changé leur vie, ça n'aurait pas été possible, ou tout du moins pas aussi accessible il y a 5 ans, quoi. Oui, parce qu'il y avait des thématiques que toi, tu as utilisées, où des fois, tu devais faire des storyboards, tu devais aller payer des studios, des milliers d'euros pour faire une seule vidéo, pour faire en 3D, etc. Donc aujourd'hui, les gens n'auraient pas pu en fait arriver sur ce marché-là, c'est-à-dire que c'était très fermé, il y avait un gros gâteau, il y avait quelques acteurs qui prenaient tout. Alors que là, aujourd'hui, toute la population peut venir prendre le gâteau. S'ils savent que la niche existe et qu'ils savent créer le contenu, clairement. Ça fait 1 an et demi que la barrière à l'entrée, en fait, elle s'abaisse de plus en plus. Et puis, non, mais c'est clair. Pour rebondir sur ce que disait Alex, moi, j'étais sur des thématiques, j'étais très content d'y être. Parce que sur YouTube, c'est un petit peu comme ça. Il y a des thématiques, des niches, donc des types de contenus qui sont plus faciles d'accès. Et donc forcément plus saturé niveau concurrence. Comme la musique, par exemple. Comme la musique, on vous l'a dit, c'est très facile, ça donne envie à tout le monde. Et en plus de ça, maintenant, YouTube, s'il n'y a pas de valeur, ils n'aiment pas trop. Mais donc, ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, quand on a les fonds, et grâce à YouTube, on fait de l'argent, c'est de partir sur des types de contenus qui sont plus compliqués, en fait. On monte un peu les étages comme ça. C'est-à-dire, on va aller vraiment se placer à un endroit où c'est très compliqué, très coûteux, comme une entreprise, en fait, tout simplement. Elle va tendre vers faire de la qualité de plus en plus. Et donc, j'étais arrivé, en effet, sur des types de contenus où on avait des studios qui, à la fois, allaient faire le storyboard, donc c'est crayon, tout simplement. Puis ensuite, on valide les idées, ils font les textures des personnages, ils animent les personnages, ensuite, ils mettent les lumières, ensuite, ils font le rendu final. Et donc, tout ça, ça demande énormément de temps, en fait. Et c'est vraiment des studios d'animation. Et ça peut coûter, en effet, des centaines de dollars ou d'euros à la minute, mais donc sur une vidéo de 10-15 minutes, on est en effet sur des milliers de dollars, mais il y avait très peu de concurrents. Donc on était là avec un contenu premium. Tu savais que ça allait marcher. Voilà, c'est ça coûtait cher, mais derrière c'était sur-rentabilisé. Sauf que, il y a eu l'IA qui est arrivée, avec des personnes comme ça, et... Je crois que c'est lui qui a créé l'IA. C'est ça. Non, mais en fait, je dirais pas que ça a tout cassé, c'est juste... Les règles ont changé. Des contenus qui étaient très compliqués à faire sont devenus très simples. Et derrière, si vous voulez, ce business, c'est devenu un business à clé. C'est-à-dire que la barrière maintenant n'est plus comment je crée le contenu. La barrière, elle est sur comment il marche cet écosystème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je propose, c'est un peu la notice. Parce que beaucoup de gens ont une idée de comment ça fonctionne, mais véritablement font n'importe quoi. Et du coup, ça les dégoûte, encore une fois. Donc voilà, bien comprendre ce qui est important, ce qui est pris en compte par l'algorithme, ce qui est ignoré. Tout ça, ce sont vraiment des bases. Et après, solution aux problématiques et avoir un support aussi. Support et suivi. Je pense qu'il y a aussi une autre barrière qu'on parle moins, c'est savoir créer une bonne vidéo. Tu vois. Savoir comment l'être humain il reste sur ta vidéo, la rétention. Parce qu'on a un exemple assez concret dans l'accompagnement YouTube Business, il y a des coachings de groupe. D'ailleurs, coucou à Loïc qui a fait le dernier. Et il en a parlé de ça. Il y avait 2 vidéos qui étaient très similaires sur un sujet d'un satellite dans l'espace. Et il y en avait un qui a utilisé l'IA, l'autre aussi un petit peu, je crois, mais c'est surtout qu'en fait, le premier, il a vu qu'il y avait un potentiel et il a fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas du bon satellite, pas de la bonne planète, etc. Il s'est dit, le sujet est bon, je vais faire ça. Et il a fait peut-être 1000 vues, alors que l'autre, il a pris le temps de comprendre comment l'humain il réfléchit, comment avoir une bonne rétention, comment intéresser quelqu'un en fait, avec les bonnes datas, etc. Et on le voyait dans les commentaires, les gens disaient non mais c'est n'importe quoi, c'est pas le bon satellite, c'est pas le bon nom. Et celui qui a réussi, il disait ah bravo, j'ai regardé tout, ça m'a intéressé jusqu'à la fin, etc. C'est ça, Donc il faut pas que arriver et se dire oh ça c'est une bonne thématique, allez je prends ChatGPT, je prends Kling, je prends machin, et j'envoie ça sur YouTube, je fais mon montage et tout. Il faut aussi avoir la notion de comment intéresser les autres et tout. Et ça, tu l'apprends aussi. Quoi. Voilà, mais c'est clairement ça. Il faut une vraie valeur ajoutée. En fait, il faut réfléchir un peu. Il ne faut pas juste bêtement faire ses prompts, récupérer le contenu et balancer ça comme ça. C'est vraiment, c'est pas en mode je te recopie et puis j'essaie d'avoir plus ou moins la même note. C'est justement de s'inspirer de ce qui marche et surpasser ça. Puis essayer de décortiquer un peu les codes. Et puis le hook et tout, c'est des choses qui sont quand même assez importantes. On le voit dans les courbes de rétention. Ça commence comme ça, puis ça descend de plus en plus. Et le but, c'est de faire en sorte que ça descende le moins vite possible. Quoi. C'est ça. Mais je pense que l'humain, il est quand même comme ça de base. Tu vois, ils vont chercher les gens qui sont pas formés, qui savent pas. Ils se disent, je suis pas plus bête qu'un autre. Il a fait une vidéo sur les satellites. Moi, j'ai vu machin là-bas qui disait qu'on peut copier-coller en 10 secondes. Je fais le machin, hop. Puis au final, ça marche pas. Mais c'est justement pour ça que YouTube cherche à durcir un petit peu les règles. Et c'est très intéressant comme tu l'as amené. C'est
en fait, voilà, on a une vidéo avec des spectateurs qui sont contents, ils ont appris quelque chose, ils se disent « Ouais, super, le temps que j'ai passé sur la plateforme, là, les 20 minutes, c'était chouette. » Et puis de l'autre côté, j'ai perdu mon temps, la vidéo, elle est naze, je ferme YouTube, je pars faire autre chose. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand la même chaîne va uploader une vidéo ? Ceux qui étaient contents, « Oh bah tiens, la dernière fois, il a parlé des satellites, c'était super, je vais recliquer. » L'autre, jamais je reclique. C'est ça, et peut-être même je ferme YouTube, je passe à autre chose. Et là, c'est pire. YouTube ne veut pas ça. Ouais. Donc c'est pour ça, ils font la chasse à ce type de contenu. Et bien sûr, eux, si tu veux, ils ont deux moyens de te faire la chasse, entre guillemets. C'est soit ils suppriment, c'est quand même un peu radical. Et puis là, pour le coup, il n'y a pas de j'attends 3 mois et je reviens. T'es supprimé. Et soit ils te démonétisent. Et au final, la démonétisation, je le dis, c'est une grosse chute en vélo, hein, point final. Hein, par contre, supprimer, c'est... un accident de voiture. Bus, quoi. Non, mais c'est un peu ça. Et encore, il y a des solutions, etc. Mais pareil, une chaîne peut revenir. Hein. YouTube vous dira toujours supprimer des décisions définitives, etc. Si vraiment la chaîne, il n'y a rien eu de grave dessus, ça peut être un faux positif, il y a des choses à faire. Mais voilà, démonétisation, ça peut faire partie du parcours. Je vous l'ai montré au début. Une chaîne peut être démonétisée et par la suite reprendre un envol juste dingue. Donc là-dessus, on ne pourra pas me faire dire le contraire. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de chaînes démonétisées parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, qui pensent que c'est très facile. Pareil, le YouTube sans visage, cette activité que je fais depuis plus d'1 décennie, j'en ai jamais autant entendu parler. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est la mode à fond, mais c'est grâce aux IA, je pense, qui ont rendu la création de contenu plus simple et tout le monde a envie d'aller chercher de l'argent sur les réseaux comme ça. Ouais, c'est ça. Mais de base, c'est quand même des gens qui sont un petit peu intéressés par le monde de la vidéo. Alors quand je dis monde de la vidéo, moi c'était les effets spéciaux, il y en a ça peut être transmettre de la valeur, toi, c'était son cas. Tu faisais des vidéos pour expliquer aux gens certaines choses. Ouais, c'est ça, moi j'étais je jouais beaucoup à des jeux vidéo dans ma vingtaine et puis j'aimais bien faire des petits guides comme ça, partager mon savoir ou les trucs que j'avais fait sur les jeux, puis j'aimais bien créer des vidéos et puis même plus tard quand j'ai commencé à maîtriser l'IA entre guillemets, j'ai bien aimé partager ça, j'ai toujours aimé poster des vidéos pour partager et je pense que tout le monde est animé quand même par la volonté de créer du contenu, de poster, mais ils tombent un peu trop vite dans le piège de la facilité, puis les faux prophètes qui leur disent qu'ils vont devenir millionnaires en postant des vidéos, quoi. Donc il faut quand même qu'à un moment donné, oui, ça fait de l'argent, c'est super, mais il faut que vous appréciez, ça on en parle souvent, mais le processus. Voilà, c'est-à-dire l'argent c'est le résultat, mais le processus c'est quand même faire des vidéos, baigner dans tout ça, que ce soit du partage, que ce soit des vidéos sur un thème qui vous parle. Là on avait un élève, il a eu des bons résultats aussi, je peux en dire trop, sur le thème de l'aviation. Voilà, il adore tout ce qui est autour des avions, pour pas rentrer trop dans le détail. Niches là maintenant. C'est vaste. Il va y avoir je sais pas combien de chaînes d'avions si de la seconde. Avion, vous n'allez pas tomber sur sa chaîne, mais il a des très beaux résultats et voilà, c'est un domaine qui, de base, lui parle un peu. Je sais pas, c'est comme si tu disais demain, je veux être pilote de Formule 1. Alors, je déteste l'automobile, les voitures, je suis malade en voiture. Voilà, je suis malade en voiture, je déteste la vitesse, tout ça. Par contre, tu as vu les salaires qui sortent ? Bah voilà, là, c'est un peu la même histoire. Ouais, mais c'est ça, faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on aime et ce que les gens veulent, parce que YouTube est quand même un marché, mais si tu fais que un truc que les gens veulent, bah forcément au bout d'un moment tu vas t'enlacer et puis la qualité elle va s'en ressentir. Alors que si c'est un truc que t'aimes, tu peux un peu équilibrer comme ça. Mais si tu fais un truc que t'aimes et qu'il n'y a pas de demande, tu vas faire trop vite. C'est pour ça, c'est vraiment une question d'équilibre. On en a vu ça, hein. Moi j'en ai connu des gens qui disaient moi je veux faire une chaîne YouTube juste sur ce type de moto. Ce que j'adore. Ah bah oui, mais est-ce qu'il y a une demande ? Mais ça, c'est le début de la formation. Ça, c'est déjà valider la thématique qui est bel et bien une demande. Parce que oui, on va faire du contenu que tu vas prendre plaisir à faire, mais où en face, il y a quand même une demande, un public. Voilà. C'est comme si demain, une émission de télé qui sort, le réalisateur, il s'est lâché, il a fait un truc parfait, par contre, personne n'a envie de voir son truc, quoi. Bon, à un moment donné, voilà, faut un équilibre. Et je pense qu'il y a même des choses que vous sous-estimez. Il y a plein de gens qui disent parfois, oui, mais moi, j'ai pas de passion, j'ai pas forcément de choses qui m'intéressent, etc. Bah, déjà, utilise les bons process. Et si tu fais les choses correctement, YouTube va naturellement te montrer ce qui fait des vues sur sa plateforme. C'est-à-dire, ça, il y a une demande, ça, il y a une demande, ça, il y a une demande. Et moi, je le dis souvent, mais il y a 3 critères. Premièrement, vous l'avez compris, qu'il y ait de la demande. Deuxièmement, que ça t'intéresse. Voilà, que ça t'intéresse. Et troisièmement, que tu sois capable de le produire. Mais ça, en fait, cet argument, de plus en plus, il tombe un peu à l'eau parce que ça devient très facile de faire des vidéos maintenant, quoi. D'ailleurs, il y a un exemple sur la chaîne, la podcast, où on parlait de passion, etc. Fred, qui a fait un podcast avec toi. Ouais, je me rappelle, ici, là, il était là. Voilà, qui fait des mois à 8 000 € avec quelque chose, même plus parce qu'il a des placements de produits maintenant. Juste la monétisation YouTube, il est à 8 000 €, quoi. Et c'est quelque chose qu'il aime. C'est ça. Mais c'est pas non plus une passion extraordinaire, je crois. Voilà, mais du coup, en fait, ça allie vraiment les deux. En mode, faire les vidéos, ça ne le dérange pas.
tout du moins ça le dérange pas plus que, même beaucoup moins que s'il devait aller travailler. Ah oui, en plus donc, il faisait des travaux. Ouais, c'est ça, il était dans le BTP, donc maintenant il fait des petits travaux. D'ailleurs, on vous met voilà, le podcast avec Fred, c'est cette miniature-là, donc n'hésitez pas à cliquer dessus après. Très intéressant, un épisode en plus, il a la joie de vivre, Fred, tu vois, il est marrant, etc. Donc non, c'est vraiment quelqu'un de bien, je suis super content, puis on l'a rencontré au séminaire, donc ça c'était top. Et donc Fred, en effet, il prend plaisir à faire ses vidéos, il y a une grosse demande pour le coup en face. On va pas en dire trop, mais il amène un peu du conseil. Et il m'avait même dit, je crois que c'est dans l'épisode justement, quelqu'un qui lui dit dans ses commentaires, tes conseils sont d'ordre public ou quelque chose comme ça. D'intérêt public. Voilà. Donc quand vous faites des vidéos, vous prenez plaisir à les faire et que les gens gagnez de l'argent, les gens gagnent sont de contents. l'argent. Et en plus, les gens sont super contents. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux. Et c'est ça qu'on peut créer sur YouTube, quoi. Donc, Fred, non, franchement, chapeau à lui. Et puis, voilà, si tu regardes l'épisode. Et puis même, il est papa, il a une femme. Enfin, voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a envie de mettre du temps là-dedans. Mais sinon, je pense qu'il s'ennuie pas, quoi, au quotidien. Et il a trouvé, malgré ça, le temps nécessaire pour créer des vidéos de qualité, alors que de base, il n'avait jamais rien publié. Et en plus de ça, après, regardez l'épisode avec lui, parce qu'il nous parle de sa famille, ses amis, tout ça, et même les gens ont du mal à y croire, quoi, tu vois. Donc, puis des exemples comme ça, on en aurait plein, mais c'est vrai que c'est ça. Il faut vraiment que ça t'intéresse un peu, qu'il y ait de la demande en face, puis après, c'est comme faire une bonne recette. Si les ingrédients, à un moment donné, sont bons, voilà, ça va finir par donner quelque chose, quoi. Par contre, si tu fais n'importe quoi, que du sucre, rien d'autre, ça marche pas. Hein. Non, mais clairement. Ouais, carrément. Donc lancez-vous, c'est maintenant, là, parce que ça se trouve, dans 1 an ou 2, il y aura tellement d'IA que ça sera submergé, ou alors on n'aura plus du tout le droit, j'en sais rien. Je pense que l'écosystème évoluera, tout comme là, YouTube est en train de durcir certaines règles. Moi, je l'ai toujours vu positivement, ça. À chaque fois qu'il y a eu, que ce soit une vague de bannissement, de suppression, de machin, derrière, de trucs, ça repart, en fait. Sélection naturelle. Voilà, sélection naturelle. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont dégoûtés, qui abandonnent, mais honnêtement, c'est pas ceux qui faisaient le meilleur contenu. Et puis, il y a ceux qui se disent, on est un peu mieux là, tu vois, on est entre nous, personnes qui font du contenu de qualité, etc. Et puis même si tu es impacté, tu t'adaptes. Voilà. Sélection naturelle, ça veut dire ça. C'est ça, je pense que c'est une période, il faut juste faire le dos rond, attendre que la poussière redescende un petit peu, puis voir, quoi. Clairement. Et puis même si tu es un peu démonétisé, ça fait partie du jeu, c'est les réseaux. Hein. Les réseaux, ça peut monter très très vite, ça peut changer des vies en 4 mois. Et puis aussi, par moment, il peut y avoir des gros crashs. Mais ce qui est encore dingue avec YouTube, c'est que l'argent que vous recevez tous les mois, il est à vous. C'est-à-dire que même si, allez, imaginons demain YouTube, j'en sais rien, moi ça n'existe plus, c'est fini. Je serais bien embêté, mais tout l'argent que j'ai gagné, ça serait un peu compliqué, mais tout l'argent... Mais qu'ils le reprennent. Ils vont l'argent. Non, c'est ça qui est dingue. C'est tout l'argent que vous avez fait, que vous avez peut-être investi, vous avez diversifié, vous avez fait des choses avec cet argent, et bien en fait, ils ne le reprennent pas, quoi. Il y a tellement de choses, je veux dire, tu achètes un immeuble, il y a une crise, l'argent que tu as mis dans l'immeuble, il va se dévaluer, il va perdre. Sur YouTube, l'argent que tu as touché, tu l'as touché, quoi. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de business comme ça où tu n'as pas de clients, pas de support, pas de colis expédiés. Tu mets des vidéos. T'es anonyme aussi, ça c'est important de plus en plus en ligne. C'est pas une obligation. Si tu veux te montrer, tu te montres. Mais si tu as envie de faire une chaîne qui apporte de la valeur et où c'est qu'on ne te voit pas, c'est totalement possible. Il y a plein de gens, je pense, qui veulent pas se montrer, qui veulent pas que les gens les reconnaissent dans la rue ou même leur famille, etc. Moi, je me rappelle quand je faisais des TikTok, je sais pas pourquoi ça fait ça, TikTok, quand tu... Je sais pas si ça te l'a fait, toi. Ça l'avait fait à ma femme, elle avait fait des petits trucs sur la cuisine. Voilà. Et en fait, ça recommande à tous tes proches, même si tu mets que tu veux pas, quoi. Ouais, c'est ça, ils retrouvent ton numéro de téléphone, ton répertoire et tout, et même si tu peux refuser, bizarrement, tu te retrouves quand même recommandé. Moi, j'avais tout refusé exprès, quoi. Et en fait, non, mon frère, je t'ai vu encore. Tu fais des vidéos, Alex. Alors, j'ai pas envie vraiment, quoi. Et alors que YouTube, là, impossible, c'est tranquille. Ah oui, non, YouTube, ils vont pas recommander à tes proches, ouais, c'est clair. C'est plus par centre d'intérêt, parce que tu consommes ton historique, tout ça. YouTube, il s'en fout, lui, il veut juste. Tu fais une niche sur la je trouve forêt. Que c'est presque mieux parce que du coup, à recommander à tes proches, je sais pas, tu fais des vidéos, comme tu dis, de cuisine ou n'importe quoi. Ça se trouve, toi, t'es pas fan de mes vidéos de cuisine. Pourquoi il va aller te les recommander, tu vois? Mais c'est en mode, tu le connais. Que je cuisine, ouais, alors peut-être que justement, des gens vont cliquer en mode, je le connais, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur moyen, je pense, de cibler. Un abonné long terme. Hein. C'est ça. Non, mais clairement. Mais bon, après, c'est pour ça que YouTube, je pense que c'est un bon réseau, honnêtement. Ils sont malins, ils savent gérer leur plateforme très très bien. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, des plateformes comme ça qui ont survécu autant de temps. Enfin, quand tu vois YouTube, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrents. Il y a du TikTok, mais c'est pas la même chose quand même. Encore une fois, YouTube ne veut pas devenir TikTok. TikTok, c'est quand même... Désolé. Le concurrent de YouTube, c'est pas TikTok, c'est Netflix en fait.
Ah oui, c'est vrai. Donc pour te dire le niveau, quoi, quand même, YouTube, où à la base c'est des créateurs comme vous et moi qui postons des vidéos, maintenant ils sont en concurrence avec les films à la télévision, quoi, tu vois. Donc c'est plutôt dans cette direction-là qu'ils ont envie, plutôt que finir concurrent, voilà, de TikTok où c'est que tu t'abrutis, t'apprends rien, etc. Non, mais puis chaque fois il y a un nouveau challenge, un nouveau scandale sur TikTok, ça vient salir quand même un peu l'image, quoi. No offense, les TikTokers, on vous aime bien quand TikTok, même. c'est comme ça. De toute façon, ça fait combien de temps que YouTube ça existe? Plus de 20 ans, je pense. Alors, TikTok, TikTok, non ils ont fait un anniversaire, il me semble, il n'y a pas très longtemps, parce que bon, il y a eu l'existence de YouTube, après il y a eu le rachat non, mais YouTube, il demande par à Alex. Google. C'est 2005, ça. Ouais, je pense que c'est 2005, 2004, avec la vidéo du zoo, là, à la base, là. Enfin, comme on dit, plus un truc a existé longtemps, plus il a de chances de perdurer dans l'avenir. Donc même si demain, il y aura toujours de la demande pour de la vidéo. Donc forcément, le marché va évoluer, il va y avoir des nouveaux besoins, etc. Mais les gens qui sauront s'adapter, même dans 10 ans, ils pourront toujours faire du faceless d'une manière ou d'une autre. Ah oui, je pense qu'il y aura toujours si demain contenu, les plateformes de vidéo devaient tomber, YouTube serait sûrement le dernier, quoi. Ah oui, je pense. Et puis TikTok, même, c'est quoi, 2016 17, ouais, ça a pété par là. Enfin, avant, ça s'appelait autrement pareil aussi, mais ouais, ça a bien pété aussi. C'est vrai que c'était un autre Musicali, je crois. C'était un truc de musique à la base. Non, mais clairement, et puis même pour venir, ne serait-ce que concurrencer YouTube, faut avoir l'air insolide. Moi, je l'ai vu, il y en avait plusieurs qui ont essayé. Il y avait un truc, ça s'appelait Vessel, VE2SEL, je crois. Je me souviens, j'étais dans des communautés, mais ça, c'était il y a peut-être plus de 10 ans. Dailymotion à la base aussi. Dailymotion, c'est une histoire, elle est compliquée l'histoire de Dailymotion. Il y a eu des rachats, français, ça, il y a eu des machins. Ouais, ça a été racheté par Orange même. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais bon, je sais pas si c'était une bonne idée d'investir là-dedans. Ouais. Ils ont essayé plein de choses différentes. Ça existe encore ou pas? Ouais, ça existe toujours. Ouais. Mais je crois qu'ils ont essayé de s'enfermer sur un truc maintenant. Okay. Mais après, tu avais Vimeo, mais c'est pas la même chose. Ils se sont orientés vers les professionnels. Ils proposent des features différentes. Bref, tout ça pour dire, moi j'en ai vu beaucoup des YouTube killers, ces applications qui vont venir et qui vont détruire YouTube. Les mecs, grosse levée de fonds, donc énorme, en centaines de millions de dollars. Ça démarche les YouTubeurs. Ça dit soit tu viens exclusivement chez nous, soit tu déposes les vidéos en avance chez nous avant de les mettre sur YouTube et on te paye énorme. Vu qu'on a fait des levées de fonds de dingue, on peut te payer, quoi. T'as des noms de trucs comme ça? J'ai plus les noms, mais je te dis, Vessel, VE2SEL, là on pourra retrouver des trucs, je pense, mais c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Et en fait, à chaque fois, ça a floppé. Parce que derrière, l'infrastructure, même à partir du moment où tu ouvres le truc et que n'importe quel random peut venir bombarder, mettre des vidéos, en fait, les serveurs, ils sont explosés, quoi. C'est vrai que YouTube, c'est juste dingue. Ils ont l'algo pour compresser au max les vidéos, l'infrastructure pour héberger tout. Chaque minute, ne serait-ce que pendant la durée de ce podcast, ça a dû être des centaines de vidéos déposées et de tout, du fichier 4K, du machin. Et YouTube, rappelez-vous, créer une chaîne, c'est gratuit. Déposer des vidéos de 4 heures en 4K, c'est gratuit. Ce que tu disais, en fait, nous, on voit le côté public de YouTube, mais le nombre de personnes qui vont mettre des vidéos famille et tout en non répertorié ou en privé, qui rapportent pas un centime à la plateforme. Le public ne peut jamais voir, en fait, ça, parce que c'est non répertorié, il y a que ceux qui ont le lien, et privé, c'est encore plus privé, quoi. Avoir une Dropbox, c'est payant. Avoir un compte YouTube avec toutes tes vidéos de ta famille en 4K, avec 5 téras de ta famille, c'est gratuit. Et combien il y en a qui font ça? Je pense beaucoup. Beaucoup, c'est clair. Non, mais voilà. Donc tout ça pour dire, cette plateforme, franchement, très costaud, c'est Google. Et d'ailleurs, tu sais que YouTube n'était pas rentable pendant des années. C'est-à-dire, c'était Google avec leur pub sur le moteur Google qui faisait beaucoup d'argent. Mais YouTube en tant que tel, ils n'étaient pas vraiment rentables. Mais ils le gardaient quand même, juste par cette position de leader, quoi, tu vois. Et là où ils font un peu plus d'argent, je crois, et surtout où ça les sécurise aussi, c'est avec le YouTube Premium. Parce qu'avec les ads, ils sont dépendants des annonceurs. Je veux dire, un jour, il y a eu des scandales comme ça. Un jour, les annonceurs se retirent un petit peu. YouTube, ils sont comme ça, quoi. Il va payer les serveurs. Quand il y avait des contenus un peu... il y avait eu des gros annonceurs qui s'étaient retirés parce qu'il y avait eu des scandales à l'époque. Et aujourd'hui, YouTube veut surtout pas ça. Et aussi, ils ont l'abonnement premium où là, ils sont autonomes. C'est-à-dire, tu payes ton abonnement, ça va direct chez YouTube et ça finance le truc, quoi. Alors qu'avec les pubs, je te dis, si l'annonceur il s'en va, non, il faut trouver d'autres annonceurs. Donc même là-dessus, ils sont bons. Ça viendra affecter ton RPM s'ils s'en vont. Oui. Enfin, très bien. Bon, on va pas faire plus long, mais franchement, on pourrait presque faire un autre épisode là-dessus à l'occasion. En tout cas, est-ce que quelqu'un a un petit mot pour conclure? Bon, deuxième intervention, c'était cool. Et oui, deuxième fois que vous le voyez, n'hésitez pas à mettre un like et à dire ce que vous en pensez. Si vous avez aussi une question autour de l'IA, n'hésitez pas, l'expert répondra avec plaisir. Voilà. Puis je reviendrai avec plaisir aussi, je pense. Et puis c'est vrai, oui, c'est devenu un peu une chaîne du coup d'interview avec les membres de l'accompagnement, mais de temps en temps, on prend plaisir à se refaire un petit épisode comme ça entre nous. Donc bref, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur YouTube Business, la formation que je propose, tout est dans la description une fois de plus. Regardez, s'il y a des questions, vous me les posez, je réponds à tout le monde. Et puis renseignez-vous, c'est quand même important. Que ce soit sur YouTube Business ou sur n'importe quoi, prenez le temps de vous renseigner. Voilà. Je vous remercie, à vous deux aussi, d'avoir participé à cet épisode. Et puis on se retrouve bientôt. Salut. Salut.